bien de la chance. Vous allez voir Marius. Avouez qu'à la télévision, les programmes de l'année 60 commencent bien. Avant de voir Marius, vous allez même avoir l'occasion de rencontrer, là, dans votre salon, dans votre salle à manger, Marcel Pagnol. Monsieur Pagnol, rassurez-moi. Ce que nous allons voir, c'est bien le vrai Marius. Le Marius avec Rému, Pierre Freinet... Charpin, Oran de Mazis et Ali Darouf. C'est ça. Qui a été tourné en 1931 au studio Paramount à Joinville. Ce n'est pas l'opérette américaine. Non, pas du tout. D'ailleurs, l'opérette américaine ne sera jamais tournée. Le film que doit faire Logan sera une comédie sans musique. Il va venir tourner à Marseille au mois d'avril. Avec des Français d'ailleurs, avec Maurice Chevalier, Charles Boyer et sans doute Leslie Caron. Ça ne vous choque pas un peu que Marius et César et Fanny deviennent des personnages américains? Je suis d'ailleurs très heureux que vous me posiez traîtreusement cette question, parce que vous me fournissez l'occasion de répondre à un assez grand nombre de correspondants qui m'ont fait l'honneur de m'écrire des lettres d'injure à la pensée que j'autorisais une mutilation de Marius. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'on puisse le tourner en anglais. Je tiens à les rassurer tout de suite, ça a déjà été fait. On a fait Marius vers 1936 avec Wallace Beery en anglais. On l'a fait en allemand avec Emil Jannings, qui était d'ailleurs admirable. On l'a refait encore en allemand avec Bassermann. On l'a fait en italien avec De Sanctis. On l'a fait en suédois, enfin on l'a fait dans un certain nombre de langues. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire si les gens d'un pays mettent un ouvrage au goût de leur public? Ils ne détruisent pas pour cela l'ouvrage français. J'avais fait cette pièce, moi, pour Marseille. Je ne pensais même pas qu'on pourrait la jouer à Paris. Je l'avais écrite pour le théâtre de l'Alcazar, dont le directeur était Franck. Et lorsqu'il a reçu le manuscrit, Franck m'a téléphoné pour me dire « Tu es un imbécile, il faut faire jouer cette pièce à Paris ». Je l'ai porté à Simone Volterra, qui l'a lu à Léon Volterra, et c'est comme ça que Marius a été créé au théâtre de Paris, le 9 mars 1929, hélas. Pourquoi hélas? Pourquoi? Parce que ça fait plus de 30 ans. Mais on s'en rend pas compte, la pièce est toujours aussi jeune. Oui, mais bon, la pièce est peut-être toujours aussi jeune, mais moi non. Et vous aviez écrit pour Rému un rôle merveilleux, le rôle de César. Ah non, j'avais écrit Panis pour Rému. Tiens. Parce que c'était le rôle du vieil amoureux, et que Rému, précisément, était un homme capable de jouer un amoureux d'un certain âge, comme il l'a fait plus tard dans La femme des boulangers. Mais Rému n'a pas voulu jouer le rôle de Panis, pour une raison à peu près extravagante. Il m'a dit « Je veux être le propriétaire du bar. Ce n'est pas M. Rému qui va rendre visite à M. Charpin, c'est M. Charpin qui doit venir chez M. Rému. » Cette raison était stupide, et pourtant je crois qu'il avait raison, car il a été absolument génial dans ce rôle, qui était au fond le rôle d'un comparse. Ce n'est pas un rôle très important, César. On pourrait le couper, et il resterait tout de même l'histoire de la pièce. Il a dû être bien content quand il a lu la partie de cartes, car c'est un morceau de bravoure merveilleux, ça. Eh bien voilà, la partie de cartes, je voulais la couper, et Volterra ne la connaissait pas. Et on a répété pendant 2 mois sans la partie de cartes, parce que je trouvais que c'était un sketch, et que j'avais à ce moment-là des théories très sévères sur l'art et sur le théâtre. Et puis Rému a dit à Volterra un beau jour, il paraît qu'il y a un sketch extraordinaire là-dedans et que j'aimerais beaucoup jouer. J'ai été obligé de montrer la partie de cartes à Volterra, et on l'a introduite presque à l'avant-dernière répétition. Il y a un acteur qui a dû avoir un travail considérable à fournir, c'est Pierre Freinet. Ah oui. Parce qu'enfin, il n'est pas marseillais du tout, lui. Alors Pierre Freinet est alsacien, n'est-ce pas? Eh bien, lorsqu'on lui a proposé le rôle, il est parti pour Marseille. Il est resté 1 mois à Marseille, il s'est habillé en Marius avec un petit foulard autour du cou, un petit chapeau de paille, et il est revenu avec l'accent marseillais au bout de 15 jours. C'est l'acteur le plus adroit que je connaisse, indépendamment de son talent qui est très grand. Ce film est presque un des premiers films sonores. Il y a eu avant Jean de la Lune, qui a été pour moi le véritable premier film parlant, n'est-ce pas, qui parlait vraiment. Parce qu'avant, il n'y avait que des films avec quelques bruits de cuillère, des bruits de journal, ils appelaient d'ailleurs ça des films sonores. Et Marius a été, comme il disait à cette époque, 100% parlant. D'ailleurs, le film a été tourné par les Américains, mais au studio Paramount à Joinville, que Bob Kane dirigeait à cette époque-là. C'est Alexandre Corda qui est venu tourner. C'est Alexandre Corda qui est venu d'Hollywood pour tourner Marius, et Rému était furieux. Il disait, ils ont fait venir un tartare d'Olivoy pour nous faire un film marseillais. Et puis, il est devenu un très grand ami de Rému, dès le premier jour de Corda, dès le premier jour de tournage, parce que l'ingénieur du son
À cette époque-là, ils étaient terribles, les ingénieurs du son. C'était des sorciers, c'était un mystère, le son. L'ingénieur du son est sorti de sa cabine et a dit « On ne peut pas enregistrer la voix de M. Rému ». Et alors Corda lui a dit « Monsieur, c'est bien dommage pour vous, parce que Rému, on ne peut pas le changer, mais vous, on peut vous changer. » Et il l'a mis à la porte. Merci, Monsieur Pagnol. Merci d'être venu aujourd'hui. Et puis surtout, merci d'avoir écrit Marius. Oui. Et vous êtes beaucoup promené là-bas à Paris? Chaque soir, j'allais flâner sur les boulevards. Non. Dites, vous avez dû rencontrer Landolfi? Qui est-ce, Landolfi? C'est un camarade de régiment à moi. Landolfi, un grand blond. Il a des moustaches, là. Avec les yeux qui portent le linge, vous savez. Oh, vous l'avez sûrement rencontré. Et non, je n'ai pas vu Landolfi. Comment, vous l'avez pas vu? Mais vous n'êtes pas allé à Paris, alors? Ah, j'en viens. De Paris? Et vous n'avez pas vu Landolfi? Et non. Alors il est mort. Peu cher. Oh, mais non. Paris est grand. Ah oui, c'est grand, oui, c'est grand. Oui. Ah si, c'était très grand, mais enfin, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille. J'ai vu au moins 40 cannebières. C'est le voyage qui vous a fatigué, monsieur. Alors ça, après un miracle, c'est nous les Marseillais qui exagérons. Quelle mentalité. 40 canadiens. Ah, vous êtes bien lyonnais, vous savez. Oh, coquine des soirs, milieu de vie. Commençons par les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, publiés sous le titre « La gloire de mon père ». C'est en effet votre père qui est plus que vous le héros de ce livre. Oui, c'est pas... En écrivant mes souvenirs, je ne voulais pas parler de moi. Je voulais parler de mon père, de ma mère et de tous ceux de votre tante qui ont entouré mon enfance. Votre père, monsieur Joseph Pagnol, était instituteur à Marseille. Non, à Aubagne. Puis à Marseille. Oui, après à Marseille, mais il a mis bien longtemps pour y arriver, vous savez. Je voudrais que vous nous fassiez son portrait, pas physique, son portrait moral, dirons-nous. Sa passion était vraiment l'enseignement. Oui, mais moins au commencement qu'à la fin. Oui. Parce qu'au fond, l'enseignement, c'est une intoxication au bout de 40 ans. Parce qu'il a été mis à la retraite, après 42 ans d'enseignement, il était toujours en quête de quelqu'un lettré pour lui apprendre à lire. Et pendant la guerre, je l'avais installé dans le château de la Busine, dont je parle dans mon prochain livre. Et ce château a été réquisitionné par l'armée française. Alors il a commencé à apprendre à lire aussi lettré du régiment. Puis la défaite est venue, les Allemands sont arrivés. Alors il a commencé à faire des cours de français aux Allemands qui avaient occupé le château. Puis les Allemands ont été battus, ils sont partis. Alors il a fait des cours aux FFI lettrés, parce qu'il y a toujours quelques-uns. Quand les FFI sont partis, il est arrivé des Sénégalais. Alors il a fait une grande classe de Sénégalais, il leur a appris à lire. Puis il est venu de l'infirmerie de la division marocaine, il a appris à lire au marocain. Et puis quand tout le monde a été parti, bien, il a commencé à se décourager de la vie. Et 2 ans après, il est mort. Et il avait dit pourtant toute sa vie, quand je pourrai aller planter mes choux, quand j'aurai fini de faire ce métier, eh bien, on ne peut pas en sortir. Mais au moment de votre livre, par conséquent, votre père a une trentaine d'années à peu près. Oui, j'ai juste aperçu de ça, justement. En pensant à mes parents, j'ai découvert tout à coup que c'était des enfants, qu'ils avaient été très 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 jeunes, ce qu'on ne suppose jamais, n'est-ce pas? Mon père avait 25 ans de plus que moi, et toute ma vie, il a été un vieillard pour moi, au fond. Et maintenant, je pense que c'était vraiment un très jeune homme, et qu'il aurait eu grand besoin des conseils que je ne suis capable de lui donner qu'aujourd'hui. De quoi était-il certain à cette époque, enfin, quand il avait 30 ans? Il avait un certain nombre de certitudes, mais très ancrées. Il n'avait que des certitudes. Il n'avait que des certitudes, c'est ça. Il avait été élevé dans une espèce de dogme républicain, et de dogme philosophique, c'était Rousseau surtout, n'est-ce pas? Il pensait que les hommes naissaient bons, et qu'ils étaient pervertis par la société. J'ai d'ailleurs jamais compris comment une société composée d'hommes bons peut être pervertie elle-même. Mais enfin, c'était le dogme de Rousseau. Et il a commencé à le perdre, à perdre confiance assez tard, après la guerre de 14. Parce qu'il avait été mobilisé, il était au front dans une batterie anglaise où il était un interprète. Et pendant un cantonnement à l'arrière, ils habitaient on les avait logés dans une espèce de château. Et il y avait un piano là. Et un jour, en revenant du front, pris toute une espèce de folie, ils se sont mis à tout casser. Et mon père, avec un marteau, a joué du piano et a cassé le piano. Et après, pendant toute sa vie, et même 40 ans plus tard, des fois, il me disait, je me demande pourquoi j'ai cassé ce piano. Et il s'est aperçu qu'il n'était pas composé que de très bons instincts. Il a perdu un peu confiance en Vous se posez Rousseau. cette question très souvent. Ah oui, très souvent.
C'était son crime, enfin. Ça. Il était certain aussi d'une chose, c'est que la République était foncièrement laïque. Ah oui, qu'il fallait absolument qu'elle fût laïque, parce que pour lui, la République, c'était la liberté, et l'Église, c'était la tyrannie. Je crois que cela venait du fait que le curé du village avait fait un sermon assez dur, parce que ma grand-mère avait fait sécher sa lessive un dimanche après-midi. Et que, comme il était enfant, ça l'avait grandement frappé. Il m'en a parlé toute sa vie. Il avait assez souvent l'occasion d'exprimer ses convictions anticléricales, puisque votre tante, la tante Rose, la sœur de votre mère, a épousé catholique Jules, militant. qui était un catholique militant. Il y avait souvent des explications... Des explications... Des petites frictions, en tout cas. Oui, plutôt des frictions. C'était pas de vraies querelles, n'est-ce pas? C'est assez fréquent, tout de même. Oh, c'était fréquent, c'était presque quotidien. Il y avait l'argent femme qui veillait et qui était... tournait tout de suite les conversations. C'est ça. Quel était le thème de ces cas-là? Fallait... Oh, ben c'était surtout le moment de la séparation de l'Église et de l'État, n'est-ce pas? Et l'oncle Jules, de temps en temps, sommait mon père de lui rendre le milliard des congrégations. C'était toujours la même chose. C'est à quoi votre père répondait? Mon père disait jamais. Il disait jamais, parce que c'est de l'argent que vous avez arraché sur leur lit de mort à des pauvres agonisants. Il s'est passé, je crois que c'est en 1904, un événement assez considérable cette année-là. Votre père et votre oncle ont loué ensemble une maison de campagne. Oui, où nous sommes allés pendant une vingtaine d'années après. C'est ça, mais c'est la première année. La première année, oui, d'ailleurs c'est ce que je raconte dans mon livre. Ça a été en même temps, ça a été votre première histoire de chasse que vous avez vécue à ce moment-là. Hein? Oui, je crois. La première fois que j'ai... Lorsqu'ils ont voulu faire l'ouverture, ils ne voulaient pas me mener avec eux, parce que j'étais trop jeune. Ça. Mais avant cette histoire, je crois qu'il faut dire aussi que votre oncle Jules, qui était croyant, était un bon chasseur et avait un beau fusil. Un très beau fusil, mais j'étais un très grand chasseur. Mon père n'avait jamais chassé, et il avait un fusil un peu ancien. Oui, puisqu'il venait de son père à lui. C'est ça. Et... C'est bien que vous étiez assez fâché. Moi, j'étais très inquiet que mon père aille se mesurer à la chasse avec l'oncle Jules, parce qu'il n'avait jamais chassé, lui. Ouais. Puis mon père était toujours très fort aux dames ou aux boules. Je disais, là, il va être le plus faible. Et alors, j'avais voulu à tout prix les suivre pour l'aider, en somme. J'avais même ramassé des plumes dans le poulailler, et je me disais, quand il tirera sur quelque chose, il va sûrement le manquer. Mais moi, je rapporterai une plume pour dire que, tout de même, il a fait quelque chose. Et alors, comment ça s'est passé? Je les ai suivis le matin, malgré eux, parce qu'ils sont partis sans rien me dire. Ils se sont levés à 3 h du matin. Cette année-là, mon père fit un bond de comète. Il fut nommé instituteur titulaire à l'école du chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille. Papa! Où tu vas? À l'école. J'ai donc loué une villa dans la colline et nous y passerons les grandes vacances. Elle est où cette villa? Juste au bord d'un désert de garrigues qui va d'Aubagne jusqu'à Aix. Nous sortîmes du village et commença la féerie. Je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Lily savait tout. Le temps qu'il ferait, les sources cachées. Une sauce, ça se dit pas, même à moi. Qu'est-ce que c'est? Papa. Il les a tués! Toutes les deux! Il les a tués! Ici, le bonheur coulait de source, simple comme bonjour. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. Je suis né dans la colline, je les ai perdus. Et au moment où je les ai retrouvés, mon père venait de tuer 2 énormes bartavelles, c'est-à-dire des perdrix royales, des perdrix qui pèsent 1,5 kg, enfin, énormes, je dis. C'est plus petit qu'une petite oie quand même. Et mon père en a été extraordinairement glorieux, c'est ça la gloire de mon père. Et même il s'est photographié par monsieur le curé, avec des bartavelles. Et quand on parlait de lui, on disait le chasseur. On disait, oui, le chasseur, celui des bartavelles, avec des magistrats. Il y a une question que je voudrais vous poser, à laquelle peut-être vous n'allez pas pouvoir me répondre, c'est pourquoi ce monde de votre enfance est-il si attrayant et si sympathique? Pour moi, il est très attrayant parce que c'était mon enfance d'abord. Oui, mais objectivement, il l'est. Oui, mais surtout, je crois que c'était un monde fixe. Je veux dire que on était sûr du lendemain.
Quand quelqu'un se faisait une situation, c'était une situation qui durait, qui était stable. Je me souviens qu'un jour, il y a eu une grande manchette dans le Petit Provençal, qui était d'ailleurs de petit format, où il y avait crack à la bourse. Et la rente avait baissé de 2 sous. C'était une chose inimaginable, c'était une chose prodigieuse. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être parce que tout a à peu près la même importance, que ce soit l'église, la chasse, le déménagement, enfin, tout a une importance à peu près égale, je crois. Et c'est ça qui est très rassurant aussi, non? Oui, oui. Parce que une dernière question aussi. On vivait paisiblement. Et simplement, oui. Une dernière question. Lorsque vous avez écrit Topaz, vous avez fait la caricature d'un instituteur. Est-ce que c'est pour vous faire pardonner en un sens par votre père? Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Dans un parc. Des moutons. Des moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Était un. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton, il y avait plusieurs moutons. Non, parce que je n'ai pas fait vraiment... Vous avez écrit ce livre. Je n'ai pas fait vraiment une caricature, vous savez. La scène exige un grossissement, forcément. Tandis que dans le roman, on peut faire un portrait. Toute la différence est là, parce que Topaz était mon père aussi. Ça passe du premier acte. Oui, bien sûr. Mais quand je le voyais si intelligent et si travailleur, je me disais, mais enfin, s'il faisait autre chose que d'enseigner de petits enfants, mais il gagnerait énormément d'argent. Et le maçon du village m'avait dit, il faut savoir faire aigre au bon endroit. En provençal, faire aigre, ça veut dire faire levier, vous savez, mettre un ciseau entre 2 pierres, au bon endroit. Et mon père, il ne faisait pas aigre au bon endroit pour gagner de l'argent, tandis que les gens de la bourse, ils savent où il faut faire aigre. Enfin, c'est tout de même le portrait après la caricature. Oui, et peut-être aussi un peu le tombeau de mon père, en somme, n'est-ce pas? Merci.